peux ouvrir ton micro, Pierre, si jamais. Voilà, super, merci. Donc, nous accueillons malheureusement à distance Pierre Parisot-Legault, qui est infirmier en psychiatrie et aussi juriste, ce qui est une combinaison rare des casquettes encore pour des infirmières, mais extrêmement intéressante, notamment quand on s'intéresse à des questions d'éthique aussi, même si l'éthique ne se limite pas cadre juridique, évidemment, on comprend que c'est un avantage certain, effectivement, d'être compétent dans les deux domaines. Pierre est donc docteur en sciences infirmières, professeur agrégé, directeur adjoint des programmes de cycle supérieur au département des sciences infirmières de l'Université du Québec en Outaouais, à Gatineau, au Canada. Et il va nous parler d'un sujet qui, je pense, est vraiment d'actualité et puis dont on sent, je pense, chaque année depuis le début de ces rencontres, l'importance qui est la relation entre le militantisme et l'engagement dans la recherche en soins, et qui peut-être nous permettra de mettre des mots sur ce que nous qui sommes habitués, parmi nous qui sommes habitués à ces rencontres, vivons ici chaque année à répétition, des glissements entre militantisme et engagement, la question de posture. Donc on s'est réjoui de cet apport qui va concerner justement cette question de fond, je pense, en recherche en soi. Je te laisse la parole, Pierre. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que Christophe, on m'entend? Très bien, très bien. Parfait. Alors, ben, c'est un énorme plaisir d'être avec vous ce matin pour vous, ce matin pour moi aussi. En fait, vous allez avoir droit à une conférence en 3 dimensions. Possiblement que vous verrez le lever du soleil à la maison. Là, il est ici 6h30 du matin. Et vous verrez également dans la présentation, j'y juxtapose quelques photos des hôpitaux psychiatriques du Québec, ce qui fait en sorte que si ma conférence ne vous apparaît pas pertinente, vous aurez au moins un divertissement du fait de l'accent, des photographies ou alors un magnifique paysage qui s'installe graduellement derrière vous. Et en fait, je commencerai ma présentation par remercier Jean-Paul, Christophe de la présentation aussi et de vous remercier, vous, de votre présence ce matin. On discutait avec Jean-Paul de la pertinence et également de l'importance de maintenir des liens dans l'espace francophone et en particulier pour tout ce qui relève de la recherche en sciences infirmières et en ce qui nous concerne en santé mentale et en psychiatrie. C'est donc c'est un événement auquel j'aurais aimé assister en personne. Du fait des multiples reports de la COVID, ce n'était pas possible. En fait, la conférence d'aujourd'hui tombait également sur une conférence que je donne ce soir au Québec sur la justice en santé mentale, ce qui fait en sorte que ma journée d'aujourd'hui sera particulièrement étendue. Et donc, ça aurait été un plaisir d'être avec vous là, en personne, mais c'est malheureusement pas le cas. Je me promets par contre d'être aux prochaines rencontres que vous organiserez en sol français. Évidemment, je me permets de vous lancer une invitation également pour le Québec. Nous sommes toujours très accueillants. Et vous avez également pu lire le résumé que j'ai proposé à votre journée, également après une discussion avec Jean-Paul pour nous assurer de la cohérence entre tout ça. Et donc, vous avez le titre devant vous, entre militantisme et engagement. Et aujourd'hui, ce qu'on fera dans les prochaines minutes, c'est parler de la clarification du positionnement du chercheur lorsque ce chercheur-là est également infirmier. Et également, toute l'influence que ce positionnement-là peut avoir dans l'étude des conflits de rôle ou des conflits de loyauté en soins infirmiers psychiatriques, qui, malgré ce qu'on peut en penser, sont relativement peu explorés par la recherche. Et on essaiera ici de tenter de comprendre pourquoi. Et, euh, et donc, pour faire les grandes lignes des idées de la présentation, je vous dirais qu'il y aurait 4 idées principales qui seront explorées aujourd'hui à partir des travaux de recherche que je mène sur la question là, depuis je vous dirais, les 4-5 dernières années. Et donc, la première idée, c'est de clarifier cette idée de positionnement du chercheur et surtout de déterminer en quoi le positionnement ou sa clarification va avoir une influence sur la validité des savoirs. Et ici, on fera une différence fondamentale entre une recherche qui est beaucoup centrée sur soi et une recherche qui est engagée. Et on verra un peu la différence entre les deux, parce qu'il existe une forte différence et contrairement à
certains des chercheurs avec qui je travaille croient, parce qu'on a souvent des débats à ce sujet. L'aspect de la clarification des valeurs devient important ici. C'est souvent un élément qui est oublié à l'intérieur même de la recherche scientifique. Dans les dernières années, mon équipe et moi, on a même fait des démarches, une recension des écrits à l'international pour essayer d'établir ce fait. Et ce fait est assez bien établi dû de la connaissance qu'on a des études portant sur la contrainte en santé mentale et sur l'utilisation de la contrainte des infirmières en psychiatrie au cours des 10 dernières années. La deuxième idée, c'est d'aller voir un peu pourquoi le soin psychiatrique se confronte à une lutte constante pour la reconnaissance. Et on verra ici, en fait, qu'il y a des alliances stratégiques que le soin psychiatrique a établies avec certains domaines de pratique et que cette reconnaissance-là, en fait, le pousse aux frontières d'une forme de reconnaissance qui est essentiellement idéologique. On verra également que cette forme de reconnaissance-là peut expliquer, du moins en partie, certains conflits de loyauté et qui s'insère en fait dans un univers entièrement symbolique, celui qu'on connaît donc de la psychiatrie contemporaine. Et nous verrons finalement comment tout ça, en fait, va avoir une influence sur la figure du chercheur et des formes de résistance qui sont possibles, formes de résistance qui donc peuvent caractériser la recherche, mais doivent être réfléchies, conceptualisées, mises de l'avant plutôt qu'ignorées, sous-entendues ou implicites dans la démarche scientifique comme telle. Et ici, vous allez voir, c'est une déformation que souvent les juristes ont et je l'ai aussi. Plus on avance dans la présentation, plus j'ai tendance à parler extrêmement vite. Et Christophe, n'hésite pas à me couper, tu me connais aussi. Si mon débit tend à augmenter à plus de 8000 mots par minute, ben tu pourras me couper à ce moment-là pour me demander de ralentir. Il n'y a absolument aucun problème. Et comme je n'ai pas, je vous vois à la salle, mais je n'ai pas nécessairement accès au visage individuel, c'est dur pour moi de lire également votre compréhension de ce qui est à l'écran. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre. Ça me fera plaisir de clarifier certains éléments, de ralentir un peu le débit également au besoin. Et donc, première image que vous voyez ici, c'est le fameux hôpital autrefois connu sous le nom de Louis-Hippolyte Lafontaine, qui est encore aujourd'hui actif, mais a réduit énormément en taille. En fait, au Québec, on a connu la vague de désinstitutionnalisation comme plusieurs autres pays. Et on est passé donc au 19e siècle et 40 ans plus tard même, donc transition 19e, 20e siècle, on est passé d'environ 11 asiles psychiatriques qui, là, j'ai sorti les statistiques ce matin pour ceux qui sont moins familiers avec le contexte québécois, mais on avait donc 11 asiles sur le territoire québécois avec une population d'environ 20 000 personnes. Et Louis H. Lafontaine, ici, que vous avez, qui est maintenant connu sous le nom d'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, comptait, là, pour la petite histoire, là, environ, je vous dirais, c'était donc 4 145 personnes en 1960. Sur une capacité, en fait, 5 000 personnes en 1960 sur une capacité d'environ 4 000. Donc, on voyait qu'à cette époque-là, juste avant la désinstitutionnalisation, ces lieux étaient surpeuplés. Et tranquillement, on a vu que la morphologie des hôpitaux psychiatriques a changé à partir du tournant des années 60 jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui. Vous avez donc là l'image, une image qui date quand même d'un des hôpitaux psychiatriques les plus importants du Québec. Et donc, si on y va ici, une autre image également de Louis H. Lafontaine, là, qui est non datée, là, mais c'est la tour emblématique qui est encore aujourd'hui présente, là, qui est aux frontières de l'hôpital. Et si on y va avec la première idée, donc en termes de positionnement du chercheur, quand Jean-Paul et moi, on a discuté, on avait justement cette idée-là de réfléchir plus aux éléments méthodologiques de la recherche en soins infirmiers psychiatriques. Et comme Christophe l'a dit, bon, je suis chercheur, j'ai une formation de juriste, mais je suis aussi et avant tout infirmier en soins psychiatriques. Et ce qu'on remarque, en fait, dans plusieurs domaines professionnels, et les soins infirmiers n'y font pas exception. On peut, par exemple, parler de l'ergothérapie, de la physio, du travail social, par exemple, de l'éducation spécialisée pour ce qui nous concerne, ou de la psychoéducation. On voit que dans ces domaines-là, qui ont été des domaines universitarisés, on remarque ici que la majorité des chercheurs ont une expérience préalable de leur objet de recherche. Et ça nécessite donc une forme de réversibilité stratégique, pour reprendre les termes de Michel Foucault, où on passe d'une position qui est assez difficile, une position donc d'une épistémologie internaliste, les savoirs expérientiels ou les savoirs issus de l'intérieur,
à une épistémologie externaliste. Et ici, on passe donc de la posture du clinicien à la posture du chercheur. Et on voit que cette transition-là met sous tension différentes formes de savoir. Incite également le chercheur à se repositionner dans le paysage de la recherche et peut également, moi je l'ai constaté dans certaines de mes recherches, agir un peu comme une menace aussi du fait de son savoir de l'intérieur et de son double chapeau, en fait, de clinicien et de chercheur. On voit donc que cette position-là est une position qui est fort intéressante à analyser et qui également va donner une lecture du terrain qui est fondamentalement différente du fait que l'expérience préalable de ce terrain va parfois mener le chercheur à conceptualiser les enjeux, la problématique à l'étude d'une manière totalement différente, même de voir les choses en termes d'observation ethnographique, par exemple, d'un autre œil que de l'œil d'un chercheur qui aurait une posture uniquement externaliste. Et donc, cette transition-là, on la constate. Je dirais que c'est une transition avec laquelle plusieurs chercheurs sont habitués de négocier, principalement les chercheurs issus des domaines qui ont été récemment universitarisés. Et je crois qu'ici, je ne vous apprendrai rien. Je crois qu'on partage cette tendance-là au Québec. Ça a été le cas là, dans les 30 dernières années. Les soins infirmiers font partie des professions qui, tranquillement, sont universitarisées. Ici, ben, on a de plus en plus de chercheurs. En fait, on suit le courant plus états-unien où on a de plus en plus de chercheurs possédant des doctorats disciplinaires en sciences infirmières, d'autres chercheurs qui possèdent des doctorats externes ou des expertises externes, et de plus en plus également d'étudiants vont vers les maîtrises, votre équivalent, donc master, maîtrise de type recherche ou maîtrise de type clinique, tout dépendamment du choix de l'étudiant. Donc, on voit ici que le paysage tend à se transformer et que de plus en plus de chercheurs qui étaient autrefois cliniciens vont intégrer en fait la dynamique et l'écosystème de recherche. Ça n'enlève pas la nécessité pour le chercheur, qui soit, ici je parle plus des chercheurs d'allégeance qualitative, dont je suis. Je ne fais que de la recherche sociale critique, qualitative. Ça n'exclut pas donc ces chercheurs, même s'ils ont une expérience clinique préalable, de respecter certains rigueurs ou critères de recherche. Et on voit ici qu'en recherche qualitative, les critères de scientificité vont laisser une place quand même importante aux chercheurs dans la reconnaissance de son expérience préalable, de ses a priori, de ses valeurs. On voit donc, et ça, on le constate principalement au niveau de la recherche qualitative nord-américaine, la réflexivité, par exemple, va être un des critères qu'on retrouve souvent, en fait, dans la recherche qualitative et on enseigne même à nos étudiants à faire preuve de réflexivité du moment où ils planifient un projet de recherche qualitative. Je vous dirais même ici, bon, je ne sais pas à quel point ce critère-là est important dans la recherche eurocentrée, mais dans la recherche nord-américaine, les grilles d'évaluation de la qualité de la recherche qualitative intègrent désormais au moins un ou même des fois deux critères qui nous poussent à évaluer la valeur d'une recherche qualitative en fonction de si oui ou non le chercheur a pris le temps de clarifier son positionnement en termes d'expérience préalable, de valeur, de positionnement théorique, donc un positionnement qui est donc à la fois épistémologique et également axiologique. Et donc, nous, quand on révise des articles scientifiques, et c'est souvent, je vous dirais, une des grandes faiblesses de l'ensemble des chercheurs qualitatifs, et pour une large diversité de raisons, mais souvent, on ne retrouve pas en fait ce positionnement-là dans les recherches. Et on va voir là, au fil de la présentation que l'absence d'un tel positionnement a des conséquences directes sur la valeur des résultats de recherche et sur leur capacité à aller au-delà je vous dirais, du conscient collectif pour toucher plus à l'inconscient. Et donc, ça nous amène donc à cette idée-là de savoir situer, hein, donc de déterminer si les savoirs situés ont une valeur ou une validité, s'ils peuvent participer à l'entreprise scientifique, s'ils peuvent informer la pratique, la recherche, de faits sociaux et également de la portée de ces résultats-là sur la transformation des pratiques de soins en ce qui nous concerne. Et ici, je vous invite à faire une première distinction que je fais souvent avec mes étudiants, mais également que je fais dans mon propre travail. C'est qu'on a un courant nord-américain qui est de plus en plus répandu, qui s'appelle l'auto-ethnographie. Et ici, on parle vraiment d'un courant où
je vous dirais que l'approche réflexive est lue comme étant cette interaction-là entre le je et la société, donc entre le self et la société. Et ce courant-là est assez critiqué du fait qu'il ouvre la porte à ce qu'on appelle la je cherche, ou en anglais, ce qu'on appelle la me search, c'est-à-dire donc un type de recherche qui est beaucoup basé sur la perception du chercheur par rapport à un phénomène, du retour à soi pour mieux comprendre les implications de ce phénomène-là, au détriment peut-être dans certains cas de l'analyse de cette interaction-là entre le self et la société. Donc, ici, il faut prendre garde en fait à une recherche qui ne serait basée que sur le je, justement pour pas que cette recherche-là ne soit qu'un retour vers soi et qu'elle, si on la réalise ou si on la met en place, qu'elle soit en tout temps, qu'elle s'inscrive en tout temps dans une analyse interactionnelle entre le self et la société. Et donc, la recherche n'est pas nécessairement mauvaise. Par contre, on constate actuellement qu'il y a en termes de critères de rigueur, de validité, plusieurs conceptions de ce qu'est la recherche au jeu, allant d'une recherche vraiment biographique à une recherche où on va vraiment plus s'interroger les analyses, l'interaction qui se passe entre la figure du chercheur ou l'identité du chercheur et la société comme telle. Et moi, je suis plus de ceux qui défendent cette analyse-là, cette posture-là, beaucoup plus qu'une recherche essentiellement biographique. Ce qui m'amène donc au deuxième point, c'est-à-dire que pour bien comprendre la portée des savoirs qui sont développés par le chercheur qui lui-même a une expérience préalable de son terrain, il y a ce que plusieurs chercheurs nomment les savoirs situés, qui est un concept fantastique, très intéressant à analyser, où ce qu'on considère ici, c'est que les savoirs dépendent toujours de leur contexte de production, social, historique, linguistique, économique. On sait que, par exemple, en français, en allemand, en anglais, en espagnol, on a des termes qui n'ont pas d'équivalence, qui donc nous imposent dans le monde de la recherche à toujours trouver la meilleure façon de rendre les choses intelligibles, mais également de trouver des concepts qui sont peut-être plus transversaux. Et on a ces savoirs situés-là qui dépendent d'un ensemble hétérogène de dispositifs de production des savoirs, donc qui vont du contexte historique, social, économique, au contexte linguistique et matériel. Donc, on voit qu'ici, l'expérience des personnes concernées, et ici, je parle plutôt des chercheurs qui donc ont cette expérience préalable de la clinique, s'insèrent donc dans le contexte des savoirs situés. Et ces savoirs-là, si vous faites une recherche sur ce concept, dans le champ de la sociologie critique, de l'anthropologie ou même des savoirs infirmiers, de plus en plus, on va parler de savoirs situés, justement pour mettre un peu plus d'emphase sur le contexte associé à la production des savoirs. Donc, pour moi, il y a une différence, une tension qui s'exerce, mais peut-être également un intérêt de mieux valoriser la nature située des savoirs qui sont produits, surtout quand vous arrivez avec un bagage, ou le chercheur arrive avec un bagage préalable de ces objets de recherche. Et en santé mentale, on le voit, comme Christophe l'a introduit, moi-même, je suis infirmier. Je vais me présenter un peu plus loin, et ça, c'est fait volontairement, mais vous allez voir que ce bagage-là en soins infirmiers psychiatriques a une importance particulière. Et donc, comme je l'ai dit aussi il y a quelques minutes, on est dans un domaine d'universitarisation. Donc, il y a plusieurs disciplines qui récemment ont été universitarisées et il y a un nombre de chercheurs qui estiment que cette universitarisation va mettre sous tension un certain nombre de savoirs. Dans certains domaines, notamment les soins infirmiers, mais aussi le travail social, on fonctionne beaucoup avec les savoirs expérientiels, avec les savoirs de l'intérieur. Et du moment où la posture de chercheur se développe, on a de plus en plus une tension qui exerce avec le savoir plus externalisé du fait de la démarche scientifique qui est essentiellement objectivante. Et en sciences infirmières, en soins psychiatriques, on est plusieurs chercheurs. Donc, en fait, la majorité de mes collègues à l'université sont dans un domaine de recherche pour lequel ils ont une expérience préalable du terrain. Et là, ici, en fait, c'est toute la question de savoir si on doit s'abstraire de ces expériences-là ou au contraire les intégrer, en prendre conscience et avoir une vigilance ou exercer une vigilance critique sur l'influence de cette expérience-là dans notre rapport intime, individuel ou même notre rapport de recherche avec nos objets et nos terrains de recherche. Vous avez ici à gauche le pavillon Albert Prévost, qui était l'hôpital psychiatrique où moi j'ai travaillé comme infirmier pendant 10 ans, dans le nord de l'île de Montréal. Donc, c'est un ancien sanatorium qui a été tranquillement converti et maintenant est constitué comme un hôpital psychiatrique indépendant, donc l'hôpital en psychiatrie Albert Prévost, qui était autrefois rattaché à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Et vous avez l'ancien pavillon ici auquel s'est adjoint un nouveau pavillon. Et donc,
En recherche qualitative, on parle également, et ça, c'est évidemment des concepts théoriques qui nous viennent beaucoup de la phénoménologie, hein, on parle de bracketing. Et encore là, dans le bracketing, selon le courant phénoménologique dans lequel on se situe, il peut y avoir différents rapports au bracketing. Certains chercheurs parlent d'une mise entre parenthèses complète de ces a priori. En recherche sociale critique, on n'est pas nécessairement dans ce rapport-là au bracketing ou entre la mise en parenthèse, on est beaucoup plus dans une posture critique, de reconnaissance de ces a priori, de vigilance par rapport aux biais qui peuvent être introduits dans l'entreprise de recherche sans nécessairement avoir une prétention de pouvoir s'y abstraire complètement ou d'avoir une position qui est à 100% neutre vis-à-vis de notre objet de recherche. Et donc, ici, on tend également à avoir différentes conceptions du bracketing ou de la mise entre parenthèses qui vont d'un positionnement très positiviste, donc hein, de l'observateur qui finalement est neutre, à un positionnement plus engagé, où finalement on reconnaît la présence des valeurs, des a priori. On tente de s'y abstraire dans la mesure du possible. On reconnaît également que cette recherche-là, dans son engagement, est teintée de valeurs également. Et on va le voir également dans les prochaines diapositives. Je vous amène également à pour vraiment revenir sur le fil rouge de ma présentation, si on peut dire, je vous mène également à réfléchir à la recherche en sciences infirmières comme telle. Et ici, je parle évidemment de la recherche en soins infirmiers psychiatriques. Et ma réflexion ou mon hypothèse ici, je crois qu'elle s'applique également à d'autres domaines de recherche. Du moment où cette reconnaissance-là, cette reconnaissance de l'engagement n'est pas reconnue en recherche qualitative, ce qu'on remarque dans les écrits scientifiques, tant dans les écrits anglophones que francophones, c'est que souvent on est pris avec deux conceptions des résultats de recherche qui sont extrêmement problématiques. D'un côté, donc, à ma droite, vous avez l'autocomplaisance, c'est-à-dire que les infirmières savent toujours ce qui est le mieux et font toujours la bonne chose. Et je prends l'exemple ici de la détresse morale, par exemple. La détresse morale, le concept, on le critique énormément parce qu'on présuppose que l'infirmière sait exactement ce qu'elle doit faire sans nécessairement donc réussir à s'abstraire des biais d'autocomplaisance qu'on produit dans la recherche. Et c'est une des critiques qu'on fait de la détresse morale, c'est justement de peut-être plus de parler de résilience, de courage moral, de complexité éthique, beaucoup plus que de présupposer toujours que l'infirmière sait ce qu'elle doit faire, alors que la complexité des soins est tout autre, en fait. Donc, on peut avoir dans les recherches l'introduction d'un biais d'autocomplaisance, du fait on sait exactement ce qui devrait être fait, parce qu'on a cette connaissance-là qui est intériorisée puis internalisée dans l'interprétation de nos résultats. Et là, vraiment, on reproduit un narratif assez problématique là, qui est très disciplinaire, mais qui s'éloigne peut-être de l'intérêt même et de la raison pour laquelle on fait de la recherche, qui est également pour critiquer nos pratiques et donner ouverture à leur évolution. Mais la démarche scientifique, c'est une entreprise de déconstruction et de reconstruction. Si les constats de la recherche se terminent toujours par l'infirmière est dans une position où elle sait ce qu'elle devrait faire sans avoir, par exemple, la possibilité de le faire, on n'est pas ici en train de critiquer nos propres pratiques et ça peut ici introduire un biais d'autocomplaisance. Il peut y avoir également la posture inverse où finalement, ce qu'on regarde, c'est toujours à quel point l'infirmière n'a pas d'agentivité. Hein? C'est-à-dire qu'elle est toujours victime du système dans lequel elle est insérée. Il y a peu de stratégies de résistance qui sont identifiées. Et ici, on est plus dans une forme d'objectivité victimisante. Et souvent, moi, j'ai des débats avec des chercheurs. Je travaille beaucoup avec des chercheurs qui sont de l'ordre de la médecine psychiatrique, du droit, de la sociologie, où là, ici, je sens que moi, ma posture permet également de nuancer ça. C'est-à-dire que oui, on peut avoir la conception que l'infirmière est confinée à des soins techniques, mais on n'a peut-être pas accès au travail de négociation constant que le personnel infirmier doit faire pour faire en sorte que le système se tienne, pour que les enjeux de négociation, pour que la turbulence du système soit canalisée. Et ici, on voit que les infirmières, par exemple, agissent souvent comme mémoire institutionnelle pour éviter que des erreurs ou des ruptures de service surviennent. On voit également qu'il y a énormément de travail informel qui est fait de la part du personnel infirmier, qui n'est pas nécessairement reconnu et qui n'est pas nécessairement capté au niveau de la recherche quand, par exemple, on est dans une forme d'observation ethnographique. Donc, il peut y avoir ici, toujours dans ce rapport intime qu'on a au terrain, deux formes de biais qui finalement relèvent d'un même phénomène, c'est-à-dire qu'on peut rentrer dans une forme d'autocomplaisance sur les infirmières font bien, font mieux, et de l'autre côté, on peut avoir une forme d'objectivité victimisante où on dit « Ah non,
Elles ne font pas bien parce qu'elles sont toujours finalement dépendantes d'un système qui détermine leurs actions. Et ici, la réflexion épistémologique et axiologique permet peut-être de nuancer encore une fois ces résultats-là. Et ce que je vais faire dans les prochaines diapositives, c'est prendre l'exemple des mesures de contrôle ou de la contrainte en psychiatrie pour vous exposer un peu ces limites qu'on constate et qu'on remarque dans la recherche et la façon dont on peut également les outrepasser dans la démarche scientifique et dans une démarche qui est justement engagée, consciente des valeurs de la recherche et consciente également de ce que le chercheur apporte dans l'interprétation des résultats. Vous avez ici l'asile de Sainte-Clotilde de Horton. Et c'est un asile qui a été démoli depuis, là, qui a été abandonné à la suite d'un incendie là, qui était plus dans le centre du Québec. Et donc, si on prend l'exemple du soin psychiatrique et de ses luttes pour la reconnaissance, évidemment, ici, mon intérêt de recherche comme chercheur social, c'est vraiment à l'intersection de la psychiatrie et des droits humains. Je vous expliquerai un peu pourquoi dans la prochaine diapositive. Mais quand on s'intéresse au corpus de connaissances qui est fait dans ce domaine-là, c'est-à-dire de la question des enjeux de la reconnaissance des droits humains en psychiatrie, on voit qu'il y a un imposant corpus de connaissances qui va documenter les effets du recours à la contrainte sur la personne soignée et également sur le personnel infirmier en psychiatrie. Le constat général qui sort de ces recherches-là, c'est qu'on constate la présence d'une dissonance cognitive auprès du personnel infirmier. C'est-à-dire qu'une vaste majorité d'études vont faire état d'un inconfort psychologique de la part du personnel. Et cet inconfort-là, et c'est là ici une des grandes limites de la recherche produite sur le sujet, il est reproduit dans les résultats comme un état de fait. On constate l'inconfort sans nécessairement s'interroger sur ses causes, sur sa nature, sur justement le contexte de production de cet inconfort-là et de sa répercussion en fait sur la reconnaissance des soins infirmiers psychiatriques. Je constate également, et là ici je vais parler au jeu, mais qu'il y a une forme de désengagement de la recherche qui est produite sur la question des droits humains en psychiatrie. C'est-à-dire que la majorité des études qu'on a faites, et ici je vous ai mis la référence à gauche si vous souhaitez consulter l'étude qui a été publiée dans Recherche en soins infirmiers, on constate que la grande majorité des études, quand on évalue sa qualité qualitative en fonction des critères scientifiques, notamment quand on évalue la réflexivité du chercheur, son positionnement, les cadres théoriques utilisés ou les valeurs qui sont transposées à la recherche, en fait, la majorité des études vont omettre d'établir explicitement le positionnement épistémologique et axiologique des chercheurs. Et donc, quand on lit les études, nulle part dans la méthodologie ou même dans le contexte de la recherche, on s'intéresse ou on positionne clairement l'équipe de recherche dans une forme de recherche qualitative et on clarifie les valeurs qui y sont associées. En fait, dans l'étude qu'on a réalisée, on a recensé, je vous dirais, là, je crois que c'était 46 écrits internationaux produits dans les 10 dernières années sur la question des droits humains en santé mentale dans le monde francophone et anglophone. Et ici, on parle d'écrits là, qui ont été réalisés à partir d'études faites sur le personnel infirmier en psychiatrie. Et dans ces 46 écrits-là, on parle de 900 infirmières interrogées environ. Je vous dirais que c'est une très faible majorité des études auxquelles on a reconnu le critère là, de réflexivité dans l'analyse de leur qualité. Et donc, systématiquement, je vous dirais que c'est plus de 70% des études omettaient de clarifier le positionnement épistémologique et son influence sur la recherche. Et on peut se dire ici, oui, mais pourquoi? Quelle est la nécessité de le faire si on veut étudier objectivement un phénomène? C'est ici que on peut s'intéresser plus précisément au fait de la contrainte en psychiatrie, qui est dépeinte par encore ici une vaste majorité des études comme étant un mal nécessaire. Donc, quand on interroge le personnel infirmier sur la pratique de la contrainte en psychiatrie, ici je réfère donc aux mesures de contrôle, à l'isolement, à la contention et également aux dispositifs un peu plus contemporains d'hospitalisation, de traitement contraint ou involontaire. Et on voit que la majorité des études dépeignent la coercition en psychiatrie ou la contrainte en psychiatrie comme étant un mal nécessaire. On a ici un résultat de recherche qui est en contradiction fondamentale avec les débats sur le plan juridique qui sont en ce moment en cours à l'international, qui finalement vont, dans certains cas, assimiler la contrainte à la torture. Je vous dis, ici, je ne prétends pas que ce soit le seul discours, mais on a un débat en ce moment. Souvent, pour ceux qui sont intéressés à ce débat-là, vous pouvez d'ailleurs regarder un article très intéressant qui a été fait sur l'impasse de Genève. C'est-à-dire que même à l'intérieur du domaine juridique, on ne s'entend pas
sur la légitimité de la contrainte. Certaines personnes sont dans le courant abolitionniste, donc on souhaiterait absolument détacher la contrainte de la psychiatrie, ou du moins de la psychiatrie de sa dépendance à la contrainte comme traitement, et dans d'autres cas, certains chercheurs la jugent plutôt légitime. Et ici, on a nommé ça l'impasse de Genève, mais tout ça pour dire que qu'on conceptualise la contrainte comme un mal nécessaire, c'est un peu éloigné du débat critique qui est en cours actuellement afin de diminuer le recours à la contrainte, d'assurer en fait que ce soit vraiment un mécanisme de dernier recours. Et on ne s'interroge pas, du moment qu'on parle d'un mal nécessaire, on ne s'interroge pas sur ce qui rend la contrainte nécessaire. Et donc, on a un rapport à la contrainte en psychiatrie qui est basé sur un argument de nécessité. Et cet argument-là, depuis les années 70, c'est toujours l'argument utilisé pour maintenir la contrainte dans une position très particulière par rapport à la pratique psychiatrique. Et c'est ici où moi, je dois me positionner. C'est-à-dire que, bon, Christophe l'a dit, je suis un infirmier, mais qui a un peu plusieurs chapeaux. J'ai une formation de maîtrise en droit de la santé, un doctorat en sciences infirmières, également une formation en soins infirmiers médico-légaux de l'Université de Californie. Et donc, je me situe vraiment dans l'intersection du droit et de la santé. Et auparavant, moi, j'ai été infirmier de liaison, en fait, en urgence psychiatrique, donc principalement en intervention de crise, et également infirmier responsable d'un programme de psychiatrie pour adolescents au pavillon Albert-Prévost que je vous ai présenté dans la dernière diapositive. J'ai également agi comme accompagnateur là, de certains de mes proches qui ont été eux-mêmes ciblés par la contrainte en psychiatrie. Et je pense que tout ça, c'est important de le reconnaître aussi parce que mon intérêt pour ce domaine de recherche-là n'est pas qu'un intérêt théorique. Je considère que notre rapport collectif comme profession à la contrainte est un rapport extrêmement problématique et que nous n'avons pas les outils nécessaires pour nous en détacher jusqu'à présent du fait des limites associées à la recherche actuellement qui ne cessent de conceptualiser la contrainte comme étant nécessaire. Non thérapeutique, mais nécessaire. Et donc, qui place les soignants dans ce fameux conflit de rôle dont on a parlé un peu dans la dernière diapositive et auquel je reviendrai. Et donc, mes recherches, du fait de ma posture, sont informées en fait par des éléments qui sont peut-être qui vont chercher à interroger cet argument de la nécessité-là selon 3 portes d'entrée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui rend la contrainte nécessaire? Comment on explique, et ici je reprends les propos de Sachs par exemple, qui a été dans les chercheurs sociaux, a estimé que la contrainte, en fait, la psychiatrie était dépendante de la contrainte pour soigner, et ce qui fait de la psychiatrie le seul domaine qui est aussi dépendant de la contrainte pour atteindre ses objectifs thérapeutiques. Et donc, son intrication au dispositif psychiatrique, moi, c'est ce que j'interroge dans mes travaux, également sa mise en œuvre par le personnel soignant. Et moi, dans mes travaux, je réfère en fait à 2 concepts sociologiques qui sont très importants, c'est-à-dire que dans les États néolibéraux, on a de plus en plus ce qu'on appelle un État de guichet ou une bureaucratie de guichet. Je réfère ici en fait à la notion de Lipsky qui s'appelle le Street Level Bureaucrats. Et Lipsky, en fait, dans ses recherches, a estimé que l'application des politiques publiques, notamment de la contrainte en santé mentale, était dépendante, en fait, du pouvoir discrétionnaire d'agents étatiques que moi, ici, j'associe au personnel infirmier. Et donc, on voit que quand on s'intéresse à la façon dont la contrainte est appliquée, on voit que le personnel infirmier, comme d'autres types de professionnels de la santé, ont, contrairement à ce qui est dit, énormément de pouvoir sur l'application ou non de la contrainte en santé mentale. C'est également le cas dans d'autres domaines. Je viens de terminer un terrain de recherche sur la protection de l'enfance et on voit qu'en matière de signalement au service de protection de l'enfance, le personnel infirmier va faire un énorme travail informel pour éviter le recours à la contrainte, travail qui est généralement peu reconnu. Et ici, on se base donc sur une forme de pouvoir discrétionnaire où on vient donner à un agent de l'État une forme de pouvoir dans l'application des politiques selon certains critères. Et on voit que dans l'analyse des règles de droit, de plus en plus, on a ces règles-là qui finalement intègrent des concepts cliniques pour faciliter l'application des règles. Donc, au Québec, par exemple, si vous souhaitez hospitaliser quelqu'un contre son gré, vous devez absolument évaluer la dangerosité. Et donc, ici, la dangerosité va faire l'objet d'une interprétation à la fois par le juriste, qui va avoir une interprétation légaliste du concept, à la fois par le clinicien qui va devoir traduire le concept juridique dans une forme d'appréciation clinique pour que ce pont-là entre le juridique et le clinique soit opéré. Et souvent, ce qui assure la continuité ou du moins
l'intégrité du dispositif de justice en santé mentale, c'est le personnel infirmier. C'est le personnel infirmier qui, par ses notes d'observation, par exemple, va objectiver une situation qui va ensuite de ça être reprise par le psychiatre et se traduire parfois là, par le recours à la contrainte. Et ici, je parle de contrainte civile, donc de l'hospitalisation, du traitement de contrainte. Et donc, ces trois éléments-là, pour moi, font partie de mes cadres d'analyse, de mes grilles d'analyse, mais la raison pour laquelle ils sont présents et sont conceptualisés ainsi, c'est justement par la reconnaissance de mon positionnement préalable. Donc, d'aller au-delà du mal nécessaire comme étant un fait avéré, mais d'interroger, en fait, les voies possibles de cette situation-là. Et au niveau des terrains de recherche, en fait, là, je base les réflexions de la présentation de ce matin sur donc 2 terrains de recherche qui ont été réalisés dans les 4 dernières années. L'un en psychiatrie légale, en fait, pour les personnes qui ont commis un acte criminel, mais qui ont été jugées non criminellement responsables de leurs actes et qui sont donc dans un dispositif très particulier, judiciaire, où on est vraiment au carrefour du droit et de la psychiatrie. Donc, on veut éviter la criminalisation et en même temps, on veut s'assurer de gérer le risque que ces personnes représentent pour la sécurité du public. Et on a observé ici 70 audiences du tribunal sur 15 sites montréalais différents. Et donc, les audiences de ce tribunal-là se rendent dans les hôpitaux pour rendre justice. Donc, ce sont des audiences vraiment de juges administratifs qui vont siéger dans différents hôpitaux du Québec pour les personnes qui ont commis des gestes de nature criminelle, mais qui ont été reconnus non responsables du fait d'une problématique de santé mentale. Et donc, on a ici affaire à une forme de justice hospitalière qui est très particulière. Et on a réalisé ensuite de ça 14 entrevues auprès d'avocats et de psychiatres. L'autre terrain est plus en psychiatrie générale, où là, on a interrogé en fait des personnes qui avaient une expérience pertinente en termes de contraintes en santé mentale, donc que ce soit l'hospitalisation ou le traitement contraint. Et donc, c'est 70 heures d'observation qu'on a fait donc dans des organismes communautaires, mais également auprès des audiences du Bureau du coroner du Québec et de 32 entrevues que nous réalisons actuellement auprès de soignants, de proches et de personnes qui ont été ciblées par la contrainte, toujours afin de répondre à ces 3 éléments-là qui font partie de nos grilles d'analyse, ce qui rend la contrainte nécessaire, qu'est-ce qui explique la dépendance de notre champ d'intervention à la contrainte et évidemment comment cette contrainte-là est mise en œuvre par le personnel soignant. Et donc, dans les constats de ces observations-là et de ces entrevues, je dirais qu'il y a 4 grands constats. Le premier, c'est de rendre compte de la juxtaposition des espaces de justice en santé mentale. C'est-à-dire que de plus en plus, du moins au Québec, on remarque qu'on est dans une forme de judiciarisation de la psychiatrie. On a souhaité donc détacher le traitement contraint de l'exercice de la psychiatrie pour la remettre entre les mains des tribunaux, justement pour assurer la protection des droits des personnes. L'effet que ça crée, en fait, c'est que, bon, pour des raisons diverses, notamment en raison de contraintes en termes de ressources, même d'accès aux soins en temps opportun, on voit que de plus en plus, les soins sont judiciarisés. Je vous donne un exemple. En Ontario, la province voisine du Québec, c'est 77 personnes, 77% des personnes hospitalisées qui le sont contre leur gré à l'hôpital. Et donc, quand on dit ici que la contrainte, c'est une exception et non la norme, permettez-moi ici d'en douter. C'est-à-dire qu'on est dans des dispositifs psychiatriques qui sont particulièrement violents dans les soins qu'ils vont imposer pour différentes raisons. Mais quand on parle que 77% des personnes dans une province canadienne sont admises contre leur gré en psychiatrie, dans le total des personnes hospitalisées, on a ici affaire à une norme de pratique plutôt qu'à une exception, du moins dans les hôpitaux psychiatriques. On voit également que la contrainte tend à se ramifier, c'est-à-dire que de plus en plus, on a des dispositifs civils qui permettent d'imposer à une personne un traitement contre son gré sans nécessairement l'hospitaliser. Et donc, on a vraiment cette juxtaposition-là des espaces de justice en santé mentale. Et ici, moi, je reprends un peu les travaux de Foucault sur les hétérotopies ou les espaces autres, c'est-à-dire que cette juxtaposition-là crée un nouvel espace avec des rituels d'accès, des rapports sociaux et finalement même un rapport au temps et à l'espace qui est très différent de ce qu'on est habitué à voir dans un hôpital. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est que du moment que nous, on a fait nos observations des audiences de ce qu'on appelle la commission d'examen des troubles mentaux dans les hôpitaux, à laquelle je référais dans la dernière diapositive, on a remarqué ici que ça crée en fait une rupture dans le fonctionnement de l'hôpital. Donc, les salles de réunion se transforment en salles d'audience et l'hôpital s'adapte au rythme de la justice hospitalière dans le respect des procédures, par exemple, pour s'assurer que
les personnes qui doivent se présenter à leurs audiences, même si elles sont en communauté, se présentent à l'hôpital et aient accès à une forme de justice procédurale. Et on voit donc que de plus en plus, le personnel soignant doit gérer des procédures légales pour lesquelles il est très peu préparé, pour lesquelles il est très peu formé. Et ces procédures-là impliquent une forme de négociation et même une maîtrise du langage juridique pour tisser des ponts et maintenir des liens de communication entre le psychiatre d'un côté ou l'équipe soignante et de l'autre côté, le personnel judiciaire. En fait. Ce qu'on constate également, c'est que la pratique des soins infirmiers comme tel, donc le travail de chevet, va participer à la construction discursive de la déviance psychique. Et ici, on a vraiment une mise en service du soin psychiatrique au service, en fait, de la psychiatrie biomédicale. On voit que la reproduction des savoirs sur la personne va reposer, en fait, sur une forme de reconnaissance idéologique des savoirs infirmiers qui sont vraiment investis d'une culture très biomédicale de la psychiatrie au détriment de ses aspects plus relationnels. Et on voit donc dans leur fonction symbolique, les notes infirmières, par exemple, vont servir à documenter les rapports médico-légaux. Que pour les psychiatres, ces notes-là ont une utilité pratique parce que le psychiatre agit comme consultant et il ne peut donc être présent 24 heures sur 24 sur l'unité. Et donc, souvent, quand on s'intéresse aux rapports psychiatriques qui sont soumis aux tribunaux, ce qu'on va voir, c'est que ces rapports-là sont composés je dirais pas essentiellement, mais sont composés en grande partie des observations infirmières. Et donc, ici, on a une tension qui est à l'œuvre, mais également un investissement de la pratique qui est stratégique, c'est-à-dire que les infirmières agissent un peu comme l'extension opérationnelle de la psychiatrie. Ce qui fait en sorte que ce qu'on va documenter ou le regard infirmier va se poser beaucoup plus sur le problème que vit la personne, beaucoup plus que, par exemple, ses forces. Parce qu'ici, on a vraiment cette mise en service du soin au service de la psychiatrie biomédicale. Et on a une troisième forme de reconnaissance qui est une reconnaissance médico-légale où si les notes infirmières sont reprises par le psychiatre et ensuite de ça versées en preuve auprès des tribunaux, il y a une validité instrumentale de ces notes-là du fait de leur reconnaissance par des organismes aussi puissants dans leur force symbolique que les tribunaux. Et donc, la fonction symbolique, qui est une fonction de surveillance qui caractérise le soin, va se traduire dans une utilité pratique pour des consultants, notamment les psychiatres, qui ne peuvent pas être présents 24 heures sur 24, ils ne peuvent donc pas assurer une forme de suivi constant, et va également être reconnu au sein même des procédures légales comme un élément de preuve parfois dans ce qu'on reconnaît de la valeur des observations, même de la documentation infirmière. Et donc, ça nous amène à un troisième constat qui est assez troublant et on le voit dans le contexte nord-américain. Je n'aurais pas la prétention que ce contexte-là est le même chez vous, mais on constate que les soins infirmiers en santé mentale sont investis par la psychiatrie biomédicale et représentent, donc, comme je l'ai dit, son extension opérationnelle. C'est-à-dire que les étudiants que l'on forme dans les universités sont essentiellement formés aux catégories diagnostiques propres de la psychiatrie, notamment l'ICD, mais également le DSM chez nous. Et il y a également une logique d'efficacité qui s'installe dans les hôpitaux. Ici, je reprends les travaux de Frédéric Mougeot, notamment qui a écrit un ouvrage fantastique sur la question. Mais on est dans une logique d'efficacité, ce qui fait qu'on accorde beaucoup plus d'importance à la médication, aux outils de la psychiatrie biomédicale, aux aspects peut-être plus relationnels du soin et aux aspects peut-être plus importants ou fondamentaux du rétablissement en santé mentale. Et donc, je vous dirais que cette rencontre-là de la logique d'efficacité aux logiques biomédicales va créer une dépossession, en fait, de la pratique infirmière, des fondements qui la caractérisent. Et je pense que c'est le cas pour vous aussi, mais chez nous, jadis, il y avait des programmes de soins infirmiers psychiatriques qui étaient indépendants des soins infirmiers physiques, qui sont disparus. Et donc, on a un travail également à l'interne même de la profession de reconnaissance constante à faire. Et ça se traduit notamment là, par vraiment un manque d'attractivité de la pratique infirmière là, en santé mentale quand on la compare aux soins critiques, par exemple, physiques. Et donc, on voit que le paysage, je vous dirais, de la formation, mais également de la pratique infirmière en santé mentale va vraiment se caractériser par un investissement du dispositif psychiatrique qui se fait à plusieurs niveaux. Au niveau de la formation, où vraiment on forme à la psychiatrie biomédicale, mais également au niveau du terrain, où les logiques d'efficacité ou de gestion du flux hospitalier sont tellement omniprésentes et tellement calculées que de moins en moins on a de place pour la relation. De moins en moins on a place, en fait, pour ce qui normalement devrait caractériser le soin. Et donc, de plus en plus, ce qu'on constate, c'est que dans un hôpital, on ne soigne pas. On traite ou on contraint, mais on ne soigne pas.
Et ça, j'y reviendrai plus tard. Et donc, ce qu'on voit également, c'est que la socialisation professionnelle, si je m'attarde à ce point-là, c'est le quatrième constat des travaux qu'on fait, notamment une de mes étudiantes qui a travaillé sur le sujet. On voit que la socialisation professionnelle des infirmières et infirmiers va contribuer à l'absence d'un bagage interprétatif. Ici, je réfère aux travaux de Miranda Fricker qui sont fantastiques sur les injustices herméneutiques. Et les injustices herméneutiques, elle le définit comme l'incapacité pour une personne de faire sens avec sa propre expérience. Et ce qu'on constate quand on interroge les infirmières sur leur rapport à la contrainte en psychiatrie, c'est qu'on voit que finalement, il y a une incapacité d'aller au-delà du mal nécessaire, d'aller au-delà de comprendre le sens de cette expérience-là pour l'infirmière en elle-même et pour les patients qui sont soignés. Et on voit ici que le mal nécessaire se traduit par, comme je disais, une dissonance cognitive, un inconfort qui peut même mener à des traumatismes ou à l'épuisement, et qu'on est encore une fois incapable de se détacher de notre rapport très intime à la contrainte pour soigner autrement. Et ici, on a vraiment, ce qu'on constate, nous, c'est qu'on, par le fait de la socialisation professionnelle et de l'absence de discours alternatifs sur le soin, on contraint nos étudiants, en fait, à une absence de discours et à une absence de bagage leur permettant vraiment de créer un sens avec leur expérience et même d'aller jusqu'à remettre en question l'usage aussi important de la contrainte en santé mentale, sans que je me prononce sur son utilité dans des situations qui devraient être marginales. Il y a également Barker et Buchanan-Barker qui sont à l'origine du modèle TIDAL que vous connaissez peut-être en santé mentale, mais qui ont écrit un article fantastique qui postule en fait que la pratique infirmière en santé mentale est un mythe, en fait. Ce que nous avons devant nous à l'heure actuelle, c'est une pratique de soins infirmiers psychiatriques, mais qui ne pourrait pas prétendre être une pratique de soins infirmiers en santé mentale. Justement pour les raisons que j'évoquais plus tôt, c'est-à-dire qu'on est dépendant des outils de la psychiatrie et que cette reconnaissance idéologique-là amène le personnel infirmier dans un plafond de verre. C'est-à-dire que leur rôle est reconnu, mais il n'est reconnu dans la mesure où il sert les intérêts de la psychiatrie. On dépossède donc la pratique infirmière de ses fondements normatifs ou de fondements qui seraient différenciés de ceux de la médecine psychiatrique et on laisse donc les infirmières dans une forme de vacuum où on est incapable de penser le soin autrement que par le rapport à la psychiatrie biomédicale. Et ici, Barker l'a bien nommé, et on voit que ce discours-là a été repris récemment, notamment par Chris Milea en travail social, qui a appelé en fait à un démantèlement complet de la profession du fait que le travail social, selon ses propos, participe aux injustices qu'il dénonce d'une autre main. Et je vous dirais qu'ici, on s'expose également à ça, c'est-à-dire qu'il y a un positionnement à avoir par rapport à ces problématiques-là de reconnaissance des droits en santé mentale qui n'est pas encore opéré actuellement et qui gagnerait à être réalisé de la part du personnel infirmier en psychiatrie. Et donc, il y a Emerson également en 1975 qui ont parlé du personnel infirmier ou du personnel soignant comme étant ceux qui finalement sont confinés au sale boulot, c'est-à-dire au travail que les autres personnes ne veulent pas faire. Et ici, on parle vraiment de ce qu'on reconnaît de façon idéologique de la pratique infirmière en santé mentale, c'est-à-dire de l'administration de la médication, de la surveillance des personnes jugées à risque et de l'application des mesures coercitives. Mais pour ceux qui ont de l'expérience en psychiatrie ici dans la salle, vous êtes en mesure sans doute de constater qu'ici, on réfère à la pointe visible de l'iceberg et peut-être un peu moins au travail de négociation qui s'effectue au quotidien de la pratique, aux stratégies, en fait, de réinvestissement de la pratique dans des formes de soins qui sont, à l'heure actuelle, peu documentées, peu reconnues et même peu valorisées à l'intérieur des institutions ou même à l'intérieur des institutions d'enseignement, donc institutions psychiatriques ou institutions d'enseignement. Et ici, donc, pour étudier les conflits de loyauté, parce qu'il est ici question d'un conflit de loyauté entre la profession infirmière qui est actuellement reconnue pour sa valeur parce qu'elle participe au maintien du statu quo, versus ce qui pourrait être autrement. Et donc, ici, je vous dirais que ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux positions. Une position qui est peut-être plus partagée par la recherche actuelle, qui est plus dans l'éthique de la discussion. C'est-à-dire que on peut confiner le rôle du personnel soignant, un rôle de médiation clinique entre plusieurs acteurs, un rôle qui se fait souvent dans l'informel. Je pense que Jean-Paul, d'ailleurs, a travaillé beaucoup sur ce sujet, mais l'informel occupe une place prépondérante en psychiatrie, tant sur le plan relationnel qu'organisationnel. Et ici, donc, on pourrait dire que parfait, cette médiation-là est importante à reconnaître pour qu'on puisse avoir une idée plus claire, plus précise, plus réaliste de ce que l'infirmière fait dans le quotidien de son travail.
Davina Allen au Royaume-Uni a également postulé que de plus en plus les infirmières s'éloignent du chevet pour avoir une forme de rôle organisationnel qui est très, très peu reconnu, justement pour s'assurer que les systèmes de santé, dans ce cas-ci, les systèmes judiciaires et le système de santé puissent communiquer entre eux et qu'il n'y ait pas de rupture de service. Évidemment, ici, l'avantage, c'est qu'on reconnaît la contribution infirmière sous l'angle de la médiation organisationnelle. Le désavantage, c'est qu'on a peut-être une portée moins grande en termes de médiation épistémique. Donc, les fameux savoirs infirmiers sont peut-être un peu moins présents ici, parce que l'infirmière ici n'est pas en train de remettre en question un système, mais elle est en train de faire en sorte que les systèmes communiquent entre eux. Et donc, il y a le risque, je ne dis pas que ça peut être avéré, mais je dis qu'il y a bien un risque de naturalisation de la contrainte en psychiatrie, donc de non-remise en question. Et il y a également une limite de l'éthique de la discussion, c'est que l'éthique de la discussion au sens d'Habermas fonctionne beaucoup avec un présupposé d'égalité et de justice, alors que ce n'est pas du tout le cas dans les systèmes de soins. Nous avons des systèmes hiérarchisés où souvent les soins, à mon avis, sont dénigrés ou du moins dévalués. Et ici, je ne parle pas d'intentionnalité, je pense qu'on est dans des structures qui sont très, très, très hiérarchiques qui peuvent avoir un effet dévaluant. Mais il y a ce présupposé-là qui n'est pas nécessairement remis en question si on confine le rôle de l'infirmière à une forme de médiation. Cette médiation-là est importante, mais est-ce qu'elle est suffisante pour remettre en question le rapport très particulier de la psychiatrie aux mesures de contrôle, à la contrainte? Je n'en suis pas si certain. On peut également aller dans une forme d'éthique du conflit, en fait, qui s'inspirait peut-être plus des travaux de la troisième génération de l'École de Francfort, notamment d'Axel Honneth, où ici, en fait, ce qu'on recherche, c'est peut-être plus une émancipation mutuelle. C'est-à-dire qu'on souhaite également que les personnes ciblées, les personnes concernées par la contrainte en psychiatrie, puissent se voir reconnues dans leur propre savoir et que la pratique infirmière puisse participer à ça également. Et donc, ici, on reconnaît que le monde hospitalier est fondamentalement conflictuel et qu'il y a une posture d'émancipation mutuelle. Et ici, on parle souvent de posture alliée, qui laisserait peut-être un peu plus de place à des pratiques alternatives en santé mentale si, plutôt que de se baser sur les savoirs ou sur la posture épistémique de la psychiatrie, on se base sur une épistémologie qui est vraiment une épistémologie du savoir vécu par les personnes elles-mêmes et qu'on permet à la pratique soignante de peut-être mettre de l'avant un peu plus ces savoirs-là, qui est à s'effacer un peu et à perdre en reconnaissance idéologique. Et ici, ce qu'on reconnaît, c'est que chaque acteur a une forme d'agentivité, c'est-à-dire que les personnes soignées ont leur mot à dire, mais que le personnel infirmier lui-même, la raison pour laquelle il est formé, c'est pour poser un jugement sur une situation. Ce n'est pas pour être toujours du même avis que le psychiatre ou de conforter le psychiatre, par exemple, dans son jugement clinique. Le monde hospitalier est un monde teinté de conflits. Et ici, encore une fois, je parle du contexte nord-américain, mais je vous donne un exemple. En ce moment, au Québec, quand on s'intéresse au champ de pratique infirmier, on estime que les infirmières fonctionnent à 50 % de leur champ de pratique. Donc, on est en train de former des professionnels de la santé qui ne vont être utilisés qu'à 50 % du fait des hiérarchies, du fait des protocoles de soins qui vont contraindre à l'intérieur même des institutions la pratique à des fonctions souvent essentiellement techniques, qui vont réduire la portée du jugement clinique dans des protocoles de soins, par exemple, où il n'y aura pas cette liberté-là, cette agentivité-là pour le personnel infirmier de prendre des décisions pour lesquelles elles peuvent exercer un jugement et pour lesquelles elles sont compétentes. Et donc, 50 % du champ infirmier au Québec qui serait exploité en ce moment dans différents domaines. Et cette éthique du conflit-là, peut-être, nous permettrait de reconnaître une plus grande forme d'agentivité, du fait qu'on reconnaît en fait que les professionnels sont autonomes dans l'exercice d'un jugement et peuvent avoir une épistémologie complètement différente de leurs collègues. Et je pense qu'ici, on a peut-être affaire à une forme d'échange, d'interaction qui serait peut-être plus légitime, plus intéressante si on se rapporte en fait au constat de la recherche à des hypothèses qui pourraient être appliquées sur le champ clinique. On est donc dans une éthique d'affirmation organisationnelle où la décision n'est pas basée sur une forme de consensus artificiel entre des professionnels de la santé qui parlent le même langage et ont les mêmes épistémologies. On est dans une affirmation de la posture unique de chaque agent et dans une forme de délibération qui est beaucoup plus centrée sur la résolution des conflits que sur l'entente mutuelle. Et on est également dans une affirmation épistémologique où là, ici, on demande en fait ce qui est nécessaire pour les soins infirmiers, ce qui, à mon avis, est un enjeu
déterminant pour l'avenir de la profession en santé mentale, c'est de déterminer, d'être beaucoup plus clair sur la posture épistémologique que le personnel infirmier devrait employer au quotidien de sa pratique. Souhaite-t-on être maintenu dans une reconnaissance idéologique et donc dans une reconnaissance de la pratique infirmière de par son alliance à la psychiatrie biomédicale, ou souhaite-t-on avoir une forme de reconnaissance réelle, au sens honnêtien, je dirais, d'Axel Honneth, donc une forme de reconnaissance affective, juridique et sociale. Mais ici, il y aura un prix à payer certainement de conflits, de loyauté qui devront être résolus, de méthodes de soins ou d'organisation des équipes qui devront peut-être se faire différemment du fait que les infirmières ont une autonomie qui doit être reconnue et exploitée idéalement à 100%. Et donc, je finirai un peu sur ces dernières diapositives. Dans les recherches en santé mentale et en soins psychiatriques qui s'intéressent à la contrainte, il y a une distinction fondamentale qu'on doit faire entre le soin, le traitement et la contrainte. On a donc 3 significations anthropologiques du soin ici, qui souvent sont amalgamées ensemble pour faire un seul et unique concept. Le soin, on se rappelle que c'est une pratique sociale anthropologique qui a été professionnalisée, oui, mais le soin en tant que tel, c'est une pratique qui est transversale au fait d'être humain. Et qui, a été professionnalisé, s'inscrit maintenant dans le champ professionnel des infirmières, évidemment. Le traitement, lui, a un présupposé thérapeutique, donc une prétention de vérité ou d'objectivation sur la normale. Et la contrainte, elle, est en fait une forme d'imposition d'un traitement sur ce qu'on juge être le mieux pour la personne. Et en ce moment, on voit que la contrainte en santé mentale est vue comme une forme de traitement. On est donc très loin du soin dans sa signification anthropologique. D'un autre côté, on veut aussi, puis je pense que ça reflète également le débat sur si oui ou non la pratique infirmière en santé mentale devrait faire l'objet d'un cursus de formation unique. Est-ce que la pratique en santé mentale est une exception dans le paysage des soins ou non? Et ici, on a affaire à une logique d'exception qui est problématique sur l'angle de la reconnaissance des droits qui fonctionne sur une base d'égalité et de traitement unique pour tous. L'exceptionnalisme psychiatrique a été décrit là, par Contas sur une situation où la psychiatrie va revendiquer un statut spécial par rapport aux autres disciplines et cumulativement, ces tentatives-là vont avoir pour effet de renforcer l'image des psychiatres et de leurs patients comme des figures d'exception. Je vous dirais qu'ici, en droit, les figures d'exception, c'est un peu, ça doit rester une exception et non la norme, un peu comme je disais tantôt. Si on rentre dans des zones d'exception, on a toujours le risque également d'entrer dans des zones de non-citoyenneté, de non-existence et d'anomie. Et donc, ici, on a également à se positionner. Est-ce qu'on souhaite réaffirmer la psychiatrie comme une exception ou on souhaite au contraire l'affirmer comme étant une partie du soin, mais qui est interconnectée et interdépendante de d'autres types de soins, notamment les soins physiques? Et donc, est-ce qu'on souhaite encore une fois isoler la psychiatrie des autres types de soins qu'on offre? Où on souhaite au contraire reconnaître sa valeur, mais dans une forme d'intégration aux soins généraux. Et finalement, il y a la posture de l'allié que j'ai discuté et qui réfère justement à cette éthique du conflit, où dans une forme de reconnaissance de son positionnement comme chercheur, mais comme clinicien, il faut également reconnaître la position particulière que nous avons au sein des institutions et les limites qui sont associées à ça. Quand, par exemple, vous lisez des articles sur l'advocatie en santé mentale, est-ce que c'est possible pour une infirmière de défendre les intérêts de son patient quand le soin en psychiatrie est porteur d'une violence symbolique et quand le soin en psychiatrie va reconduire cette violence symbolique-là? En Amérique du Nord, de plus en plus, pour combattre cette violence-là, on va référer à des pères aidants, par exemple, qui vont être intégrés dans les équipes de soins parce qu'on reconnaît que les personnes les plus susceptibles d'atténuer cette violence-là vont être les personnes qui ont une expérience partagée. Et ici, encore une fois, on doit peut-être rester vigilant sur la prétention d'advocacy du personnel infirmier quand il est socialisé à un mode de pensée unique qui découle de la psychiatrie biomédicale. Et je ne suis pas fier de ça quand je le dis parce que moi-même, j'aimerais avoir une prétention qu'on fait de l'advocacy, mais la reconnaissance de son positionnement implique également de reconnaître les limites associées à son rôle et le degré d'investissement biomédical de la pratique infirmière en psychiatrie à l'heure actuelle. Et donc, si on souhaite tendre vers une posture alliée où on prétend faire de l'advocacy, on doit s'interroger sur les structures de pression de la pratique infirmière en elle-même. Et donc, si je résume, en fait, ici, je reprends les propos d'Enish qui
je crois qu'il peut nous aider à replacer l'importance des valeurs dans la figure de l'intellectuel et du chercheur, là, qui finalement nous informe de 3 postures intellectuelles importantes à prendre en considération. Et ça, pour les personnes d'entre vous qui êtes des chercheurs, mais également des cliniciens, et qui êtes, par exemple, appelés à intervenir sur la place publique, je pense que la clarification des valeurs devient toujours un préalable. En fait, il faut identifier comme chercheur le chapeau qu'on va porter selon notre positionnement. Et Enish, donc, nous invite à penser à 3 figures de l'intellectuel qui se départagent entre le chercheur qui est un chercheur de fait, l'expert d'une situation qui est un expert clinique et le penseur qui, lui, va peut-être amener plus les valeurs sur la table et va s'interroger non pas sur les faits, mais sur les usages sociaux de ces faits-là. Non pas sur la contrainte, mais sur les usages qui en sont faits, sur le vécu des personnes et sur finalement ce que la contrainte en santé mentale nous indique comme faits sociaux. Et donc, je vous invite à lire cet article-là qui est disponible en accès libre, mais Enish va vraiment distinguer ces 3 postures-là. Et je pense que les chercheurs gagnent à avoir une plus grande fluidité, mais également une plus grande transparence dans les postures qu'ils vont adopter. C'est-à-dire que comme chercheur, on peut adopter la posture de fait, qui est une posture très objectivante et plutôt neutre. Par contre, il y a d'autres formes de posture qui existent quand on parle de la recherche, notamment celle de l'expert et du penseur, qui, là, autorise peut-être une plus grande reconnaissance des valeurs dans l'entreprise scientifique. La connaissance préalable des objets et des terrains de recherche va constituer donc un outil pour mieux décrire puis même déconstruire les dynamiques interactionnelles qui sont spécifiques à l'univers symbolique de la psychiatrie. Et la recherche engagée en psychiatrie, je vous dirais qu'elle n'est pas seulement possible, mais qu'elle est nécessaire. Elle est nécessaire seulement, à mon avis, si on accepte comme chercheur de se remettre en question, de clarifier nos valeurs, d'accepter nos limites, d'accepter notre positionnement, de transcrire ces constats-là sur papier et de le préciser également dans les résultats de la recherche qu'on publie. Donc, l'importance des savoirs situés ici est vraiment, vraiment primordiale. Et donc, plutôt que de se baser toujours sur l'expérience du jeu, on doit s'interroger sur ce que cette expérience-là nous informe des contextes qui participent à la production des savoirs, en termes notamment matériels et relationnels. Et je vous laisse sur cette image ici, qui est l'hôpital en santé mentale de Gatineau, qui est l'hôpital en santé mentale Pierre-Janet, là, qui est juste à côté de l'université où je travaille. Sur ce, je vous remercie de votre écoute. J'ai perdu complètement le fil du temps, mais vous voyez derrière moi qu'on est passé à une heure avancée de la journée au fil de la présentation. Je vous laisse sur cette citation-là de Nietzsche dans Humain trop humain que j'adore. Si on s'abstrait du sentiment profond des éléments de la pensée qui y sont mêlés, il reste le sentiment fort et celui-ci ne garantit pour la connaissance rien que lui-même, tout comme la croyance forte ne prouve que sa force, jamais la vérité de ce que l'on croit. Et donc, ce sera un plaisir de discuter avec vous pour le temps qui nous reste. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. On a l'impression qu'on a vu le soleil se lever. On va même peut-être le début du coucher de soleil, en fait. Comme ça, la conférence a rempli le temps. On est parfaitement dans le temps, dans la mesure où on était un peu décalé avant. Donc, on a le temps pour discuter. On a environ 15 minutes pour formuler des remarques, des questions, des oppositions. Oui. Édouard Pradel, infirmier, master de recherche en philosophie de la santé à Lyon 3, et aussi médiateur des usagers et coordinateur du comité d'éthique d'établissement à Grenoble-Saint-Égrève. Feu comité d'éthique, parce qu'avec le Covid, la structure aussi très imposante d'un comité d'éthique et le Covid n'a pas fonctionné pour l'hôpital. Donc, bien dommage. Merci Pierre Parisot, parce que moi, ça fait vraiment écho à mon travail de recherche et mon travail aussi professionnel au jour le jour. J'ai fait un travail de recherche sur peut-on sortir de l'hétéronomie, la question de l'autonomie pour les usagers en santé mentale, où j'ai pataugé, vraiment pataugé avec moi-même. Je me suis enfoncé quelques fois, plein de fois. Je me suis sorti un peu de la vase aussi, parce qu'il y a vraiment une dimension où on va vraiment pour soi-même entre l'aliénation
et le choix le choix forcé qu'on a dans notre cursus professionnel avec le leadership médical ou le leadership vraiment institutionnel des établissements maintenant vraiment situés dans le management, et l'autonomie et le choix volontaire avec beaucoup d'acrasie, je dirais aussi, pour reprendre Augien et d'autres confrères philosophes, alors que le soin relationnel qu'on exerce au jour le jour, c'est un soin de socialisation avec l'interdit. J'aime bien cette formulation. Merci beaucoup. Je suis absolument d'accord avec vous. Puis pour moi, si la conférence résonne dans ce que vous avez vécu, en fait, l'objectif est atteint. Puis je n'ai pas la prétention ici d'avoir une posture unique, là. Je peux comprendre également qu'il y a des dissensions dans ce que je présente. Je suis absolument d'accord avec vous sur la tension entre l'hétéronomie et l'autonomie aussi, là, puis dans ce qu'on impose aux usagers par rapport à tout ça. Et je vous dirais même que dans les soins psychiatriques au Québec, du moins, on a également affaire à un courant qui est très fort et à une implantation, en fait, des approches cognitives comportementales. Et là, il y a un degré de complexité qui s'ajoute encore plus intensément parce que on est encore une fois dans un rapport très technique et très efficace aux soins et beaucoup moins relationnel. Euh, Pourtant, quand on regarde les études sur la contrainte en santé mentale, je me suis intéressé, par exemple, aux études qui sont centrées sur le vécu des usagers. Ce que les usagers vont dire, c'est ben, quand il y a un vécu positif par rapport à la contrainte, on nous dit deux choses. Premièrement, que c'est positif parce qu'il y a eu des bonnes relations. Et deuxièmement, parce qu'il y a une meilleure intensité de service. Et ça, moi, comme personne formée en droit, pour moi, il y a une énorme confusion ici. C'est-à-dire qu'on ne devrait jamais justifier la contrainte parce que ça nous donne une plus grande intensité de service et parce que ça permet aux gens d'être mieux en relation. Et je pense qu'ici, il y a vraiment une confusion énorme des usages sociaux qu'on fait de la contrainte. J'ai même des collègues qui vont jusqu'à dire, ben, la judiciarisation en santé mentale devient finalement la nouvelle porte d'accès à des soins de qualité. Et ça, c'est un énorme problème sur le plan des droits humains, mais également sur le plan de la propre pratique, parce que finalement, on devient des agents d'application de contraintes qui devront toujours négocier le caractère relationnel du soin avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Merci. Dominique Friard, infirmier de secteur psychiatrique. Sur cette question, il y a plein de références. Je veux dire, il y a les écrits de Paumel. Et Paumel, il raconte comment ce sont les infirmières, Madame E, Sœur O, etc., dans différents établissements qui ont fermé les quartiers d'agités. Ce n'est pas elles qui écrivent, mais c'est d'elles dont on parle. Dans les années 98-2000, il y a tout un tas de publications, en tout cas en France, sur la chambre d'isolement et sur comment c'est questionné. Il y a les recommandations de l'HAS, il y a les travaux d'une sociologue, Madeleine Monceau, il y a mes propres travaux, il y a Palazzolo, qui est un psychiatre, qui écrit là-dessus. C'est comme si ça n'existait pas. Là, depuis 2-3 ans, il y a des publications, dont Alcove, un ouvrage écrit par un architecte suisse et une cadre de santé supérieure. Il y a des publications et ça semble ne pas marquer, ne pas imprimer les soignants. Et l'approche qui est dans ça, c'est pas de dire forcément que c'est un mal nécessaire. Alors, en France, on a longtemps dit que c'était thérapeutique. Et dès qu'on remettait en cause le côté thérapeutique, on avait tout le monde qui nous tombait dessus. Mais dans ces différents travaux, il y a des gens qui disent que ce n'est pas nécessairement, que ce n'est pas un mal nécessaire. Et que Paumel, 1950, dit que c'est le nombre d'isolement et de contention qui est le symptôme de dysfonctionnement institutionnel. Donc, on est vraiment très loin de cette idée que c'est un mal nécessaire. Il faut soigner nos institutions pour... c'est le discours que tient Paumel. Ça ne marque pas. Et c'est ça qui est intéressant. Pourquoi et même sur le rôle en dehors de le rôle d'activité psychothérapique, le rôle propre développé. Aujourd'hui, on a des centaines d'articles
Rien que sur les 5 dernières années, c'est des dizaines d'ouvrages qui ont été écrits par des infirmiers retraités ou par des infirmiers en exercice, ISP ou pas, et ça ne marque pas. Absolument, j'ai eu le même étonnement. Est-ce que je vous ai coupé, pardon? J'ai eu l'impression que vous aviez terminé votre intervention. Oui, je n'ai pas de questions. C'est plutôt de l'ordre du constat et puis de l'ordre du regret. Absolument, j'ai le même regret, j'ai la même interrogation parce que les travaux en soins infirmiers, bon, premièrement, je pense qu'on oublie souvent la contribution infirmière par rapport à l'émergence de certains modèles centrés sur le rétablissement, par exemple. Donc, on retient vraiment la pointe visible, comme je le disais tantôt, du conscient collectif, là, du mal nécessaire, et on retient peut-être un peu moins l'engagement profond que plusieurs infirmières et infirmiers ont eu dans ce qu'on reconnaît aujourd'hui comme étant les modèles du rétablissement. Et donc, il y a une contribution là qui est importante. Ce que je constate, moi, c'est que du moment qu'il y a une reconnaissance institutionnelle, là, ici, on a affaire à d'autres tensions, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette logique d'efficacité-là qui cherche à mesurer le rétablissement, à déterminer si l'approche est rentable, en fait. Et je pense qu'ici, on est dans des logiques économiques qui sont extrêmement problématiques pour les soins en santé mentale. Et je pense qu'ici, ce qu'on est en train de faire, c'est de plaquer, en fait, les logiques des soins physiques aux logiques de santé mentale qui sont, pour moi, là, complètement différentes. Et donc, oui, effectivement, il y a cette reconnaissance-là. Et j'irais même peut-être un peu... pas plus loin, mais au Québec, il y aurait il y a quelque chose de très fascinant qui se passe au Québec parce que même comme infirmier, je dois dire que les plus grandes influences que j'ai vues, que j'ai eues dans ma pratique, ça a été les pratiques communautaires qui sont en place depuis les années 60. Et parfois même, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forme de reconnaissance institutionnelle de ces pratiques-là, mais soudainement, ça devient des pratiques d'excellence. Et on oublie la contribution de pionniers du domaine qui finalement ont travaillé pendant les 40 dernières années à mettre ces pratiques de l'avant. Elles sont un peu reprises, traduites dans une forme de programmes managériaux qui perdent un peu leur substance. Donc, je constate également qu'il y a cette forme un manque de reconnaissance par rapport à tout ça qui est extrêmement problématique et qui peut-être aussi s'expliquerait en termes scientifiques par l'importance qu'on accorde aux données probantes, aux meilleures pratiques, ou systématiquement, si on veut mettre de l'avant un projet qui finalement fonctionne très bien dans une région, on est heurté toujours à ce critère-là de validité de la recherche scientifique, comme si ce qui importait n'était que les données probantes issues d'essais contrôlés, randomisés. Et c'est ici, moi, je suis plus dans une optique d'accompagnement des équipes. Je trouve que les projets les plus porteurs sont les projets qui viennent des équipes eux-mêmes, qui sont bien implantés dans un contexte, beaucoup plus que les projets dont les prétentions à la généralisation sont énormes, alors qu'on oublie finalement que pour avoir une généralisation, il faut absolument contrôler toutes les variables. Et donc, il y a cet aspect-là sur le plan scientifique dans la reconnaissance des savoirs situés, qui, à mon avis, est très important aussi, puis qui nous permet de peut-être mieux évaluer la portée des résultats de la recherche en santé mentale et en psychiatrie. Donc, c'était aussi une réflexion, moins qu'une question. Voilà. On va prendre une dernière question, Philippe Delmas. Oui, bonjour, Philippe Delmas, professeur à la Haute École de Santé La Source. Plusieurs réflexions au niveau de la recherche et au niveau du bracketing, effectivement, je veux dire en phénoménologie. Nous avons eu un gros problème. Tu vas enlever le masque pour parler. Ah, pardon, oui. On a eu un gros souci lors de notre recherche effectivement, sur la santé des infirmières durant la pandémie, étant donné que lorsqu'on a commencé à interviewer les infirmières, bon, par vidéo, puisqu'on ne pouvait pas les avoir, je veux dire, de visu. On rentrait très rapidement dans l'émotionnel, qui nous interpellait nous-mêmes, parce que même si on était chercheurs, on voyait ce qui se passait sur le terrain. Donc, on a créé un petit comité, effectivement, je veux dire, ad hoc, pour nous permettre, effectivement, de garder cet aspect du chercheur, je veux dire, qui va, effectivement, à l'encontre d'une situation exceptionnelle, je veux dire, dans laquelle on retrouvait des images qu'on avait pu voir effectivement dans notre profession, et ça nous a été très dur effectivement de parfois ne pas être dans la relation d'aide, la compréhension, je veux dire, et l'accompagnement. Finalement, on a parfois fait de l'accompagnement thérapeutique de ces infirmières alors que ce n'était pas notre boulot au départ, et on va faire partager cette expérience lors de notre prochaine communication. Donc comment effectivement garder cette distance dans une situation aussi expérientielle que là, à part de créer des comités ou de faire des entretiens à 2, voire 3 personnes qui finalement
et ont un comité, effectivement, je veux dire, lors des entretiens. C'était une de mes premières questions à ce niveau-là. Une deuxième question, au niveau de la phénoménologie, on dit qu'on fait effectivement du bracketing de l'époqué. Il y a certains qui ne font aucune revue de littérature, je veux dire en phénoménologie, avant d'aller sur le terrain. Est-ce qu'on peut être athéorique purement, je veux dire d'après vous, lorsqu'on va sur le terrain, ou expérientiel, je veux dire comme certains de mes collègues dont certains travaillent dans votre université? Ça, c'était une deuxième question. Et troisième question, au niveau universitaire et formation. J'ai bien dit une question à Philippe. Hein. Oui, je sais, mais bon, j'en profite. Et une troisième, c'est un engagement politique. Nous sommes des universitaires, nous formons des infirmières à avoir une réflexivité, nous les formons à avoir des modèles et des approches, et nous les envoyons sur un terrain qui n'a aucune, effectivement, cohérence avec ce que nous enseignons parfois. N'avons-nous pas une responsabilité en tant que professeur, je veux dire, d'avoir un impact sur le terrain et d'agir effectivement pour faire avancer le terrain dans le bon sens? Voilà, ce sera ma dernière question. Merci. 3 questions, une réponse, Pierre. Oui, non, c'est une blague. Donc, mais en fait... Alors, bon dîner. Non, c'est des questions super intéressantes. J'aurais tellement aimé ça, être avec vous pour poursuivre la rencontre dans le dîner. J'en suis vraiment désolé. Mais bon, votre dernière question, je pense que oui, nous avons une responsabilité et cette responsabilité-là, elle est politique. Depuis 4 ans, nous, à l'Université du Québec en Outaouais, je suis le professeur responsable de l'axe santé mentale. On a fait un travail énorme, en fait, pour détacher le cursus de formation du DSM. Et donc, ça a nécessité, en fait, qu'on remanie complètement la formation pour donner accès aux étudiants, notamment les savoirs expérientiels. Donc, je complète un projet actuellement où on fait une balado-diffusion de personnes qui ont un vécu en santé mentale qui va être utile, par exemple, pour former les étudiants ou pour du moins faciliter puis briser cette barrière-là. Et donc, il y a un rôle politique qui est à la fois sur le plan éducatif, donc de mettre en valeur non pas notre rôle de chercheur, mais de chercheur clinicien, de mettre sur la table nos expériences, de parler ouvertement de la détresse que nous-mêmes, on peut avoir vécue comme clinicien ou comme chercheur dans les projets que vous nommez. Et je pense que ça, c'est une responsabilité que nous avons pour réduire l'écart théorie-pratique en santé mentale. C'est une responsabilité qui est fondamentale. Pour la deuxième question maintenant, pour répondre directement à votre question, je crois que c'est un présupposé très positiviste de penser que et nous et nos participants sont athéoriques. Si nos participants nous parlent des traumatismes qu'ils ont vécus, ils ont nécessairement eu un background, si on peut dire. Ils ont nécessairement pris part à un processus de socialisation dans leur monde vécu qui leur permet de mettre des mots sur leurs expériences. Je ne dis pas ici qu'on doit dénaturer l'expérience, mais je pense qu'on doit prendre conscience que nous sommes des personnes socialisées dans un monde. Et comme chercheurs ou comme participants, je pense qu'on doit... pour moi, les entrevues phénoménologiques sont avant tout des entrevues d'approfondissement pour être bien certain de comprendre l'expérience, mais je n'ai pas la prétention d'être une personne athéorique, ni d'être capable de le faire du moment que je commence un projet en phénoménologie, par exemple. Ma thèse a été faite auprès des personnes ayant un handicap intellectuel et c'était une phénoménologie. Et je vous dirais que les plus grands outils que j'ai utilisés, ce sont les outils que j'ai développés dans ma clinique. Et ça me mène peut-être à répondre à votre dernière question. Pour moi, une entrevue qualitative, un des meilleurs outils qu'on a, c'est l'empathie. C'est d'être capable de rejoindre notre participant, de créer un lien de confiance, de lui faire sentir que malgré la difficulté des sujets abordés, par exemple sur la contrainte en santé mentale, il peut choisir ou non de s'exprimer. Et nous avons ici à faire une interaction mutuellement respectueuse. Et je pense qu'ici, c'est souvent ce que je dis à mes étudiants qui ont affaire à des terrains très sensibles parce que la majorité de mes étudiants travaillent sur ces questions. Je leur dis, bien là, oui, il y a des choses nouvelles en recherche qu'on apprend, mais à la base, les outils cliniques que tu as doivent également te servir dans ton entrevue. Et je pense que l'empathie, que l'on soit chercheur ou clinicien, c'est quelque chose qui nous aide énormément à naviguer dans cette complexité-là, à mieux gérer la teneur émotionnelle de nos entrevues et parfois même à aller beaucoup plus loin dans les résultats, dans l'approfondissement des résultats qu'on peut avoir à partir même des entrevues. Et donc, pour moi, le rôle de chercheur n'est pas un rôle détaché du vécu des participants. Au contraire, c'est un rôle d'empathie. Je ne sais pas comment le décrire autrement, mais je pense que c'est le mot qui définit le mieux ma pensée. J'espère avoir répondu à votre question. Tu as parfaitement réussi la thèse de Philippe Delmas. On soumet les conférenciers à Philippe. Il y a certains qui réussissent, d'autres qui les ratent.
Merci beaucoup, Pierre. Merci pour cette contribution. Je pense qu'on a le meilleur temps de ne pas trop frustrer les cuisines qui sont prêtes, qui nous attendent des pieds fermes. Donc, je propose qu'on applaudisse une dernière fois. Alors, je me permets de vous remercier. Puis, si certains d'entre vous veulent me contacter, si la conférence vous a interpellé, n'hésitez pas. Je risque d'être chez vous à Lyon pour la conférence, une conférence en santé mentale en juillet. Donc, je vais vous laisser la diapositive avec mes coordonnées. Donc, sentez-vous absolument confortable à l'idée de me contacter si vous souhaitez poursuivre les échanges. Merci. Tu peux agir réellement sur ta nation et sur le management. Parce que tu es sur